Donc, moi, c'est ce que je retiens le plus de la communication non violente, c'est l'intention. L'intention, c'est d'établir une relation saine, une connexion avec l'autre personne. Salut, moi c'est Laurie. Le projet Enquête de liberté est né d'un désir de démystifier la violence conjugale et les défis de communication dans les relations de couple. Je suis partie à la rencontre de différents intervenants, autant au Québec qu'en France, afin de mieux comprendre cette réalité. Au fil des rencontres, j'en suis arrivée à des échanges qui m'ont plutôt amené à mieux comprendre les ressources à notre disposition pour se sortir d'une situation de violence conjugale et aussi comment il est possible de prévenir des situations violentes dans nos relations avec les autres. Les entrevues traitent uniquement d'une partie de la problématique et d'une manière plutôt générale. Je te suggère fortement de te référer à un expert pour répondre à toutes tes questions relatives à ta situation spécifique, si tu souhaites aider quelqu'un ou si tu as l'impression que tu aurais besoin d'aide dans ta propre relation. Bonne écoute! Dans l'épisode précédent, Mario a parlé de divers éléments de prévention à la violence. Pour ce dernier épisode du projet Enquête de liberté, je me suis penchée sur un outil d'aide à la prévention de la violence dans les relations. En février 2022, j'allais donc à la rencontre de celle qui allait me parler davantage de communication consciente et de comment cela a un impact global dans nos vies. Oui, ben dans le fond, moi, je m'appelle Angélique Lantier. Je suis intervenante et directrice par intérim pour Santé mentale Québec, Rive-Sud. Donc, ça va faire quelques années que j'étais avec eux. Au début, j'étais comme animatrice, pigiste. Maintenant, je suis vraiment employée, dans le fond, avec eux. Et je m'occupe là, de tout ce qui est comme le développement, en fait, plein de volets là, mais surtout du programme Je chemine vers l'équilibre là, depuis 1 an que j'ai mis sur pied et qui est, dans le fond... on va dire un aperçu là, de tout ce que les gens peuvent faire comme pour fortifier leur santé mentale, puis aussi de prendre conscience de qu'est-ce qui peut fragiliser aussi leur santé mentale. Et je travaille en collaboration là, avec Ingrid Schmitouzine, qui est la coordonnatrice, Danielle Bessette, qui est l'adjointe, et Jenny Roy, qui est la réceptionniste. Donc, c'est ça. Moi, j'adore l'équipe chez Santé mentale Québec Rive-Sud. Je dirais même que eux, ils m'ont accueilli au départ alors que j'avais pas toute la confiance en moi en tant qu'animatrice. Puis, je veux dire, ça m'a comme donné l'élan de grandir. Puis, on dirait que depuis que j'ai vécu ma problématique en santé mentale, puis que je m'étais comme rétablie, ben depuis que j'étais avec eux, je veux dire, tu sais, on dirait que ça me donne des ailes. Puis surtout, moi, c'était ma propre mission de pouvoir redonner des outils aux autres. Tous les outils qui m'ont aidé. Je veux dire, moi, je suis allée partout pour essayer de me rétablir. Fait de pouvoir les transmettre, ces outils-là, à travers le programme, c'est vraiment génial. Puis d'ailleurs, le programme Je chemine vers l'équilibre, c'est un programme qui est gratuit, qui a comme 3 volets. Là, je vais en parler rapidement, mais c'est 3 volets. Dans le fond, le premier, c'est individuel, donc en ligne. Les gens peuvent suivre des capsules d'anciennes conférences, d'anciens ateliers, finalement, que j'ai comme séparés en petites mini-capsules qui peuvent suivre à leur rythme. Ils ont aussi accès à un groupe de soutien aux 2 semaines qui est gratuit. Et ils ont aussi accès à un accompagnement individuel. Donc, on offre aussi de ça. L'accompagnement individuel entre 40 à 80 $ de l'heure en fonction des capacités financières des gens. Puis ça peut être en ligne ou en personne aussi pour ces accompagnements-là, si les gens veulent avoir un suivi plus personnalisé. Donc, moi, c'est ce que je fais chez Santé mentale Québec Rive-Sud, puis je suis tellement reconnaissante de cet organisme-là parce que je le vois à quel point on essaie vraiment toujours de développer des services et des activités qui vont vraiment répondre aux besoins de la population. Surtout que de plus en plus, le besoin en santé mentale, il est criant avec tout ce qui se passe. Alors, nous, on fait de notre mieux pour essayer de s'adapter, pour être capable de se développer, pour être capable de répondre aux besoins de la clientèle. Fait que nous, c'est vraiment un organisme de bienfaisance. Puis on fait partie du mouvement Santé mentale Québec. OK. Puis c'est quoi un peu Santé mentale Québec? Dans le fond, le mouvement Santé mentale Québec, c'est comme un regroupement qui vont faire la promotion d'outils à travers toute la population, qui va comme aider finalement à vouloir sensibiliser les gens, à faire la promotion au niveau d'une santé mentale positive, qui va vouloir démystifier ce qu'est la différence entre la maladie mentale et la santé mentale, dans le fond. Et eux, ils vont faire aussi comme tu sais toutes les démarches au niveau politique, etc. Fait que ça, c'est comme... Puis ils vont créer aussi des outils gratuits que tout le monde peut utiliser à travers la population. Même des guides d'animation. Ça, c'est vraiment super. Fait que eux, dans le fond, ils font ça, puis après, ils ont plein de groupes membres
à travers le Québec. Fait que, mettons, tu vas avoir un Santé mentale Québec, je te dirais Appalaches, qui, eux, vont faire un podcast, qui vont faire des conférences dans leur région. Il y en a d'autres qui, eux, ça va être des milieux de vie. Nous, ben, c'est des ateliers qu'on fait, comme la CNV. Ou comme The Work, ou comme les 7 astuces que nous, on utilise là, à partir du mouvement. Eux, c'est les 7 astuces qu'ils font puis qu'ils développent à chaque année. Puis moi, je m'inspire de ça pour pouvoir faire mes ateliers. OK. Ouais, fait que tu sais, c'est comme... Comment je pourrais dire ça? C'est comme la maison mère, puis après, t'as comme tous les petits-enfants, mais qui sont tous uniques et différents, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis sont pas rattachés nécessairement, mais c'est un peu comme de dire, ben nous, on vous fournit des ressources. Comme la maison mère vous fournit des ressources, puis vous y allez en fonction de les besoins dans votre milieu, dans votre région, puis vos forces aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes forces. Là. Non, exact. Tu sais, comme là, les ateliers sur les 7 astuces, je suis la seule, je pense, à travers le Québec qui en offre. Okay. Puis c'est quoi ça en tant que tel? Les 7 astuces, dans le fond, c'est comme les facteurs de protection. C'est les bases solides pour une bonne santé mentale. Fait que, admettons, créer des liens, ça en fait partie. Un des 7 astuces. Fait que, admettons, créer des liens, c'est d'avoir des liens qui sont nourrissants autour de nous, bienveillants. Bon, ben, moi, je le sais que, ben, aussi par expérience, si on est dans une situation de violence conjugale, ben, créer des liens, il est comme terné. Tu sais, il est comme, c'est ça, moi je vais dire, il est mal utilisé. Tu sais, il est pas bénéfique finalement pour nous. Puis c'est comme si cette astuce-là, on n'est pas en train de la mettre en pratique. Puis quand on voit qu'il y a plusieurs astuces qu'on met pas en pratique, ben au final, on est en train de descendre. Tu sais, fait que se ressourcer, faire des choses qu'on aime, s'accepter, apprendre à être, tu sais, à connaître qui on est, à s'accepter, à s'assumer, à s'aimer comme on est. T'as aussi ressentir, fait que d'être à l'écoute de nos émotions, de voir qu'est-ce qu'ils nous disent, d'être capable de voir c'est quoi le message derrière nos émotions. Moi, je rentre aussi toute la restructuration cognitive là-dedans, là, mais tu sais, c'est ça. Moi, je rentre comme plein de choses de tout le bagage que j'ai, puis je suis comme je les mets dans les astuces. C'est parce que ils ont comme une liberté de pouvoir les façonner comme on veut. Tu sais, c'est genre juste 7 mots, mais on peut les voir comme on souhaite, dans le fond. Fait que c'est ça, se ressourcer, ressentir, créer des liens, s'accepter. Puis après, te découvrir, choisir, agir. Tu vois, eux, ils vont les nommer comme découvrir, c'est justement s'ouvrir à la vie, d'être capable d'avoir une vision, tu sais, comme ouverte, finalement, là, comme un parachute. C'est toujours mieux quand c'est ouvert, hein? Même chose avec notre esprit. Sinon, te choisir, fait que d'être comme, finalement, de faire des choix en lien avec nos valeurs. Tu sais, tantôt, on parlait des valeurs, etc. Puis agir, d'être capable de passer à l'action, puis donner du sens à sa vie. Moi, souvent, je dis découvrir, choisir, agir, c'est comme des étapes. Tu fais une prise de conscience, décides qu'est-ce que tu veux faire avec, puis tu passes à l'action. Ouais, c'est ça. Puis après, tu recommences. Parce que quand tu passes à l'action, tu découvres quelque chose, tu fais une autre prise de conscience, tu fais un autre choix, etc. Fait que c'est comme... Mais, tu sais, ça, c'est la vision que j'avais avant de connaître les 7 astuces. OK. Fait que j'amène tout ça, moi. Ça, c'est tout dans le programme Je chemine vers l'équilibre. Là. OK. Fait que, c'est cool, ça. Ouais, fait qu'autant dans s'accepter, ben, je vais parler ou d'en créer des liens. Des fois, je vais parler de dépendance affective, comment s'en sortir, la violence conjugale, comment s'en sortir, tout ce qui est aussi s'accepter le manque d'estime, tout quand on se dénigre, comment être capable de transformer ça. Fait que, tu sais, c'est comme je montre les deux côtés, finalement, de la médaille pour montrer aux gens qu'est-ce qui fortifie puis qu'est-ce qui fragilise notre santé mentale. Ouais. Puis après, fait que dans le fond, je les aide à faire une prise de conscience. Puis après, je leur donne le choix de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Ben c'est ça, parce que c'est souvent ça aussi. C'est la difficulté, la liberté de choisir. Souvent, elle est brimée dans plusieurs situations. Ben, si on parle ici de la violence conjugale, la liberté de choisir, elle est souvent brimée. Donc, de dire, OK, on fait une découverte ensemble. Je t'ai amené les petites lumières. Puis là, toi, qu'est-ce que tu décides de faire avec ça? C'est ça, exact. Puis c'est là qu'on voit que les émotions, ils nous guident. Ben, c'est ça. C'est comme quand tu vas pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a causé le déséquilibre, puis c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver l'équilibre. Un peu comme un conflit, tu sais, parce que là, je sais aussi qu'on va parler, tu sais, de la communication non violente, mais c'est un peu comme dans un conflit, ça génère des émotions à l'intérieur de nous. Souvent, qu'est-ce qui va générer un conflit? C'est qu'il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose qui monte, qui ne fait pas notre affaire. Puis des fois, ben, c'est dans notre façon de l'exprimer que ça peut aider ou nuire finalement à la relation, puis à savoir comment après gérer le conflit, tu sais, parce que c'est correct, les conflits, c'est normal. On a des insatisfactions, il faut les adresser. Mais après, il y a des façons de pouvoir le faire que ça va être plus bénéfique ou pas à la relation pour être capable de la maintenir là, dans le temps. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, on parle, de la communication non violente, puis, tu sais, la communication non violente, autant dans les situations de violence conjugale que dans les relations interpersonnelles avec notre famille, avec nos amis. Tu sais, tant qu'à moi, il y a clairement des éléments qui vont se répercuter dans toutes nos sphères. Tu sais, autant si on a de la difficulté, tu
tu sais, si on est une personne qui vit la violence conjugale ou qui en fait vivre à une autre personne, dans les deux cas, il y a des difficultés du côté de la communication. Oui. Parce qu'une personne a de la difficulté à exprimer ses non-satisfactions, ses besoins. Oui. Puis qui fait que l'autre, ben, il en profite parce que cette personne-là va les exprimer plus fortement. Oui. D'une manière très maladroite. Oui. Souvent. Mais dans les deux cas, c'est qu'il y a un déséquilibre. Puis dans les deux cas, il y a des problématiques de communication dans les deux. C'est ça. Au niveau des deux, comme tu l'as dit. Moi, j'ai suivi, dans le fond, un atelier là, sur la communication non violente. Puis pour finalement me rendre compte que j'avais déjà entamé un processus parce que on n'a pas besoin d'apprendre toute la technique par cœur là, pour être capable de la mettre un peu en pratique. Au final, c'est d'être capable de se dire « je veux le bien de la relation ». Puis oui, il y a certaines choses qu'on peut faire là, pour être capable d'apprendre à la mettre. Puis c'est clair que de suivre un atelier, ça te donne des bonnes bases, là, ça c'est certain. Là. Mais quand j'ai suivi l'atelier, ce que j'ai aimé, c'était comme les 3 points, dans le fond, qu'on voit dans la communication non violente. Le premier, c'est l'auto-empathie. Fait que l'auto-empathie, c'est comme de prendre un temps envers soi. Tu sais, moi, je me dis, la communication, c'est avec les autres, mais c'est aussi avec soi, là. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'intérieur? Qu'est-ce que je suis en train de me dire dans ma tête? Qu'est-ce que mon cœur est en train de me dire? C'est quoi mes besoins? Puis c'est quoi mes demandes que j'aurais à faire avec l'autre? Fait que c'est de comme prendre un temps avec soi. Moi, je sais que je suis une personne qui est hyper sensible. Fait que souvent, quand j'avais un conflit, mettons, avec mon ex-mari, ça devenait rapidement en escalade parce que là, je devenais trop émotive. Puis au lieu de prendre un temps de recul puis d'aller voir, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'était comme si j'essayais de m'exprimer pendant que mes émotions étaient à vif. Fait que mon cerveau, il fonctionnait plus. Puis je faisais juste dire comme des choses qu'après, oups, j'aurais pas dû dire ça, tu sais. Fait que ça m'a comme permis de dire non, faut que tu prennes un temps de recul puis de revenir à toi pour être en mesure de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que tu as envie après de dire. Puis justement, ben ça, c'est comme la deuxième partie, c'est l'expression de soi. Fait que d'être capable d'exprimer, hey, sais-tu quoi, quand t'as fait telle chose, hein, l'observation, quand t'as fait telle chose, je me suis sentie comme ça parce que j'ai besoin de ça. Est-ce que ça serait possible pour toi de... Fait que, tu sais, c'est comme l'observation, le sentiment, le besoin, la demande. Tu sais, c'est comme les 4 étapes de base là, de la communication non violente. Puis après, une fois que tu fais l'auto-empathie, que c'est plus facile de faire l'expression d'une façon qui est saine, au jeu, au lieu d'être dans le tu. Parce que t'es comme plus sur la défensive, t'es plus sur l'attaque, t'es plutôt en mode neutre parce que là, t'as pris un temps pour observer qu'est-ce qui se passe chez soi. Puis de mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. J'aime bien ça dire ça. Puis la troisième étape, ben, c'est d'écouter l'autre personne. Tu sais, qu'est-ce que l'autre elle a à dire? L'écoute empathique. Fait que de dire, tu sais, OK, là, je t'ai parlé de ça. Toi, tu le reçois comment maintenant? T'as-tu bien compris mon message? Puis ça arrive des fois aussi que l'autre personne est pas en état de répondre quelque chose tout de suite, puis d'être à l'écoute de ça, de dire l'autre personne, elle a pas fait ce chemin-là à dire, OK, moi, qu'est-ce qui m'a dérangé dans la situation, puis tout ça. De faire comme, OK, comment est-ce qu'on peut, tu sais, d'être capable d'accepter que l'autre est peut-être pas rendu là dans son cheminement de réflexion. T'sais. Ben clairement, tu sais, si moi j'ai eu besoin d'un temps pour faire de l'auto-empathie, ben peut-être que l'autre personne aussi, elle a besoin de ce temps-là, tu sais. Puis des fois, il y en a qui n'auront jamais cette capacité-là, où ils vont pas prendre le temps d'aller observer qu'est-ce qui se passe, puis que ça va rester dans l'attaque, ça va rester dans, tu sais, la communication violente, finalement, là. Je peux quand même partager une anecdote personnelle, là, si on veut dire, mais avec mon ex-mari, c'était un peu comme ça, puis c'est une des raisons aussi que j'ai décidé de quitter la relation, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça fonctionne plus, là. Parce que, au fur et à mesure que la relation se développait, puis que moi, j'apprenais un peu à m'outiller au niveau de ma santé mentale puis de prendre soin de moi. Tu sais, j'ai vu l'évolution. Au début, admettons qu'il y avait un conflit parce que, admettons, il arrivait à la maison puis que c'était le bordélique. OK? Avec les enfants, il y a les jeux partout qui traînent, puis bon. Fait que, tu sais, au début, lui, il me disait « ça traîne tout le temps, tu ramasses jamais, j'arrive ici puis c'est le bordel, pourquoi t'as pas fait ça? » Tu sais, bon. Automatiquement, tu vois le ton, hein? Le ton employé, ça peut être plus agressif. Tu sais, lui, clairement, il était dans l'attaque, il est dans le tu. C'était difficile pour moi de le prendre pas personnel. Fait qu'au début, je le prenais personnel, tu sais. Puis finalement, oui, c'est comme une violence psychologique, là. C'est juste que aujourd'hui, je réalise aussi que des fois, la personne est juste pas consciente que c'est de la violence psychologique, puis que c'est pas son intention, c'est juste qu'il manque d'outils pour être capable de l'exprimer normalement. Fait que,
sais, au début, je le prenais comme personnel, puis moi, j'entendais dans ma tête, t'es pas une bonne mère, t'as pas bien fait telle affaire, c'est pas normal que tu sais pas comment ramasser au fur et à mesure. Tu sais, c'était comme des petits discours que des fois, j'entendais, tu sais, de lui, puis que même moi, je me disais. Fait qu'en faisant l'auto-empathie, j'étais capable de faire comme, non, c'est pas vrai que, tu sais, t'es pas une bonne personne, au contraire. Toi, t'avais un besoin de prioriser du temps de qualité avec tes filles, t'as priorisé ça au lieu de ramasser tout le salon. Tu sais, puis là, j'étais capable aussi de dire, hey, je me sens blessée. Fait qu'à un moment donné, j'étais capable de dire, ben, tu sais quoi, quand tu me parles comme ça me blesse parce que moi, à l'intérieur, j'ai l'impression que je suis pas bonne, puis j'ai l'impression que toi, tu penses que t'es meilleure que moi, puisque toi, tu y arriverais alors que moi, j'y arrive pas. Fait que là, je validais sa perception. Tu sais, il disait, ben, c'est pas ça que j'ai dit, là. Non, mais c'est ce que j'ai entendu. Hein, parce que des fois, ce que l'autre personne dit puis ce qu'on entend, c'est pas la même chose, hein? C'est ça. Fait que, tu sais, ça aussi, c'était déjà comme une étape. Fait que même si j'étais pas encore en train de mettre les 4 étapes là, d'observation, les sentiments, les besoins et tout, j'étais déjà dans un processus d'apprendre à mieux communiquer avec l'autre personne. Et un moment donné, ben là, j'étais plus dans le « Ah, moi, je me sens pas bonne. » Fait que là, j'étais comme « Non, t'es une bonne personne, t'es correcte. » Puis là, j'étais capable d'être centrée sur lui. Fait que quand il rentrait puis il disait « Ah, c'est le bordel, hein? » Je disais « OK, t'aurais besoin que ça soit ordonné? En ce moment, tu te sens-tu comme fâchée parce que t'arrives puis t'aurais besoin de décompresser, etc. » Fait que j'étais capable d'accueillir l'autre, même dans son agressivité. Chose que avant là, je pleurais dans une petite boule, là. C'était comme, c'était pas possible, là. Là, j'étais comme assez ancrée pour être capable de me dire, OK, je sais que c'est pas personnel. L'autre personne est juste en réaction. Elle a un besoin derrière c'est quoi son besoin? Tu sais, fait que j'étais plus là-dedans. Puis ça l'a beaucoup amélioré, là, au niveau de notre relation. Même si ça l'a fini en séparation par la suite, on a quand même gardé des bons termes. Chose qui est, tu sais, comme pas tout le temps facile quand t'es tombé en séparation. Puis c'est vraiment grâce à la communication non violente, là. De mon côté, d'avoir mis tout ça en place. Puis quelque part, ça a une influence sur l'autre aussi. Quand il y a une des deux personnes qui prend le temps d'apprendre à communiquer, automatiquement, ça va avoir un impact sur l'autre personne parce qu'on réagit plus de la même façon, on ne répond plus de la même façon. Fait que l'autre personne est comme déstabilisée au début. Tu sais, je sais pas si c'était tantôt qu'on dit apprendre la voix de robot, mais pour moi, en tout cas, au début, la communication non violente, c'est comme un nouveau langage. Ouais, c'est ça. Puis souvent, on pense que, ben c'est ça, c'est pas tout le temps naturel, hein. C'est comme si j'apprenais à parler anglais tout à coup. Ça se peut que ce soit pas naturel si c'est pas mon langage maternel. Fait que des fois, il me disait, hey, là, tu parles comme un robot. Puis j'étais comme, je suis vraiment désolée si le fait que je parle comme un robot te donne l'impression que je suis pas authentique. Tu sais, je parlais super lentement, tu sais, j'étais comme, j'ai tellement cherché mes mots parce que je réalisais l'impact des mots. Puis c'est ça, on dirait que je me disais, non, je veux pas dire quelque chose qui va comme blesser. Ou des fois, ça peut créer une frustration chez l'autre. Oui. Comme, mais là, pourquoi t'es comme ça? Genre là, comme, il y a plus l'espèce de pattern de genre, on se répond d'une manière fâchée ou dans des réactions qui étaient établi que là, oh, attends, là, qu'est-ce qui se passe? Comme là, ça me dérange quand tu parles de même. Mais au final, ça amène du positif, mais du coup, ça fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je sais. Ben, justement, moi, j'étais comme, je veux pas dire des mots blessants. Tu sais, j'étais comme, non, je veux plus ça. Parce que je me disais, j'ai pas envie de blesser l'autre. Tu sais, j'étais comme consciente que si lui, quand il m'attaque, ça me blesse, mais j'ai pas envie de l'attaquer en retour puis que ça peut le blesser. Tu sais, même s'il nomme pas que ça le blesse, ça se peut que ça le blesse pareil. Même à un moment donné, on avait eu comme une grosse chicane, là. Puis là, mais qu'est-ce que tu penses? Il était comme anxieux parce que je parlais pas. Puis il était comme, c'est ça, tu dis pas rien. Puis j'étais comme, c'est mieux que je dise rien. J'ai peur de regretter si je dis quelque chose. Fait que j'étais comme, je tiens trop à toi pour dire des choses blessantes. Écoute, tout de suite, ça l'a comme baissé la tension qui était là. Puis c'était comme, OK, c'est pas parce qu'elle est en train de me juger dans ma tête. Ouais, c'est ça. Tu sais, elle garde pas le silence parce qu'elle est en train de me juger. Elle garde le silence parce qu'elle tient à moi. C'est ça. Ben, c'est que là, ça a été une preuve d'empathie. Oui. Puis de compréhension, puis d'écoute, finalement. Oui. Exact. Puis tu sais, ça l'a permis de faire comme, OK, dans le fond, c'est ça, la relation est assez importante pour pas faire comme une guerre de qui a raison, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment ça. Moi, c'est ce que je retiens le plus de la communication non violente, c'est l'intention. L'intention, c'est d'établir une relation saine, une connexion avec l'autre personne.
C'est ça. Beaucoup plus important ça que d'avoir raison, que de donner mon opinion, donner mon point de vue, que de faire comprendre à l'autre qu'il a pas bien fait ça. Tu sais, peu importe. Là. Tout ça, on dirait que c'est comme l'ego qui part un moment donné, puis tu fais comme non. Au-delà de tout ça, là, tout ce que ma tête elle pourrait me dire, c'est pas parce que ma tête elle me dit ça que ça veut dire qu'elle a raison. Ça aussi, je l'ai compris avec le temps. Puis d'aller valider aussi auprès de l'autre. Oui. Parce que, tu sais, souvent, moi, c'est des constats que je fais, tu sais, les personnes vont avoir tendance à dire « Ah, mais c'est ça que tu penses, comme, est-ce que je t'ai dit ça? » C'est ça. Valide la perception. Comme, je veux pas te prêter des intentions que j'ai pas, tu sais. C'est ça. Exact. Un peu comme que moi, j'étais comme « Ah, je suis pas une bonne mère, tu sais. » Puis comme « Ouais, mais c'est jamais ça que j'ai dit. » C'est ça, exactement. Ah, OK. Puis d'abord, c'est quoi t'as dit, tu sais? D'aller valider, oui, tellement, là. Puis ça aussi, ça fait une grande différence au niveau des mésentendus. Oui, ou des malentendus plutôt. Ouais, là. c'est ça. Ça en évite beaucoup. Puis, tu sais, la violence conjugale, peut-être que c'est ma vision des choses, mais je me dis, il y en a beaucoup qui vont vivre de la violence conjugale ou de la violence psychologique, surtout, mettons, au niveau de soi, au niveau de l'autre. C'est souvent très inconscient. C'est souvent parce qu'on manque d'outils à savoir comment communiquer sainement, ou on n'a pas pris le temps, ou peu importe. Je pense, en tout cas, moi, je pense pas que les gens ils ont nécessairement une intention de faire mal. Il y a des situations où est-ce que là, quand c'est vraiment, là, je pense la nuance à apporter, c'est quand il y a une optique de contrôler l'autre. Quand ça devient dans le contrôle, donc la personne a mis plein d'éléments en place pour contrôler la personne dans ce qu'elle fait, là, ça devient dans la violence conjugale beaucoup. C'est plus dans ce contexte-là. Oui. Mais souvent, il va y avoir, comme tu sais, on parle de la question de la communication. Il y a beaucoup de situations où les gens vont dire « Ah, c'est de la violence conjugale que j'ai vécue ». Mais c'est de faire la différence à dire est-ce que c'est de la violence conjugale parce que la personne avait l'intention de te contrôler et de te faire du mal? Ou si c'est plutôt parce que dans sa façon de communiquer, elle n'était pas adaptée. Puis toi aussi, en tant que personne qui le reçoit, qu'est-ce qui fait que tu le reçois comme ça? C'est important qu'il y ait un chemin qui soit fait des deux côtés. Tu sais, même quelqu'un qui se sort d'une situation de violence conjugale, oui, il y a des situations vraiment, c'est de la violence conjugale, puis ça, c'est du contrôle, puis bon, de la violence physique, des choses comme ça. Puis c'est pas acceptable du tout, puis jamais que ça va être cautionné de dire « Ah oui, dans la société, c'est normal de faire ça. » Non, c'est assez su, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Puis de voir aussi, parce qu'il y a des personnes, tu sais, on a entendu souvent même dans les médias, une personne qui a vécu plusieurs fois une situation de violence conjugale avec différentes personnes. Ouais. Donc, c'est de voir aussi... C'est quoi le pattern? C'est quoi la difficulté que cette personne-là rencontre? Est-ce que c'est de respecter ses propres besoins? Ses limites. Ses limites, exactement. Ses limites, ses besoins de communiquer. Puis comment est-ce que la personne va communiquer? Parce que, moi, je peux donner une expérience personnelle. Je me suis rendu compte, j'ai commencé à faire la lecture il y a à peu près 1 an de ça. Ma mère m'a dit, lis ce livre-là, c'est sur la communication non violente, justement. Ouais. Puis en lisant ça, parce que j'avais fait face à une situation dans des relations d'amitié. Puis j'étais complètement démolie de comment ça s'est passé. Elle m'a dit, lis ce livre-là, je pense que ça va faire du bien. Et en lisant le livre, je me suis rendu compte que dans mes relations d'amitié avec cette personne-là, j'avais eu des comportements violents avec elle qui n'étaient pas du tout mon intention. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que cette personne-là est tombée en mode défensif. Ouais. Puis... OK, là, moi, j'ai des comportements violents. OK, je comprends qu'est-ce qui a pu se passer à l'époque, puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dû faire comme ça. Puis même dans ma relation de couple, c'était ça. J'ai constaté que, attends un petit peu, dans ma façon de communiquer, j'ai des communications violentes, malgré le fait que j'étais en douceur dans ma façon de faire les choses. Parce que, justement, ça pouvait être perçu comme des attaques, puis il y avait la difficulté de prendre en considération mon propre besoin, comme on disait tantôt. C'est quoi mon besoin qui est là? D'être capable de mettre une limite, de l'exprimer, puis d'être à l'écoute de l'autre, justement, tu sais. Fait que c'était comme une empathie envers moi-même, mais j'étais tellement empathique envers l'autre que je m'oubliais, tu sais. Oui, effectivement, tout à fait. Puis c'est ça c'est bien, tu sais, j'apprécie en plus que tu le nommes parce que c'est très rare les personnes qui vont être capables d'admettre qu'ils ont des comportements violents. Tu sais, ça, c'est quelque chose que même moi, je me souviens quand je suis allée dans un centre de femmes à l'externe, dans le fond, pour faire comme un suivi de groupe justement sur la violence. Moi, j'étais comme, mais moi, je suis ici parce que c'est moi qui est violente. Tu sais, oui, j'en avais de mon ex-mari aussi, mais je l'étais aussi. Peut-être pas autant envers lui, je l'étais aussi envers lui, mais surtout envers mes enfants. OK. Parce que j'ai tombé dans le contrôle. Et énormément, je veux dire, dans le sens, tu sais, c'est pas quelque chose que je suis fière de nommer, là. On s'entend, là, c'est même quelque chose
sais, que j'ai plus de honte aujourd'hui de le nommer parce que je sais que j'ai cheminé par rapport à ça puis que je suis plus où est-ce que j'étais. Mais j'étais beaucoup dans l'autoritaire, tu sais. Okay. Et dans mes réactions avec mes enfants, c'était comme, ben, fais ci, tu sais, je t'ai demandé de faire ça, ben, fais-les, tu sais. J'étais dans le contrôle, finalement. Puis, tu sais, avec les enfants, c'est facile, là, en tant que parent, de tomber dans le contrôle. Puis, ben, les enfants devraient obéir aux parents, etc. Puis, c'est ça, un moment donné, je me suis comme rendu compte que j'avais des comportements de violence. Mettons, s'ils voulaient pas se coucher le soir ou peu importe, tu sais, je pouvais les prendre. Puis, tu sais, oui, des fois, je pouvais être rough, même physiquement, tu sais, avec eux pour qu'ils aillent dans le lit. Tu sais, comme je dis, je suis vraiment pas fière de ça, puis je le conseille pas à personne. Mais à ce moment-là, j'avais pas d'autres outils. J'étais clairement en burn-out parental, finalement, là. J'étais épuisée, puis j'avais clairement pas écouté mes besoins, pas mes limites. J'étais overloadée au bout du rouleau. Ça l'excuse pas, mais ça l'explique finalement qu'est-ce qui a fait en sorte que à un moment donné, j'étais comme, my gosh, on dirait que je suis rendue un monstre, là. Tu sais, je me comprenais plus, puis j'avais ces comportements-là. Et pour finalement me rendre compte que, comme tu dis, mon intention, c'était pas de leur faire mal, mais derrière le contrôle, il y avait de la peur. Et souvent, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'avais peur, au lieu de vivre cette impuissance-là, que j'étais tellement inconfortable, j'essaie de reprendre le contrôle dans une situation pour empêcher finalement de me vivre, là. Fait que c'était comme de me dire, ben si l'autre change son comportement, moi, j'aurais pas besoin de changer le mien, tu sais. Et donc, c'était comme si je voulais que mes enfants s'adaptent à mon comportement et quand ils le faisaient pas, c'est là que je tombais dans la violence, tu sais. Parce que c'est ça, la violence, c'est tout simplement de rechercher à avoir une reprise du contrôle quand on l'a pas, hein. C'est ça. Et je me souviendrai toujours du moment où est-ce qu'un moment donné avec ma fille, je pense qu'elle avait comme 4 ou 5 ans, là, elle voulait aller dehors sans manteau, c'était le printemps, là, j'avais peur qu'elle aille froid, puis j'étais comme, mets ton manteau, tu sais, puis le ton, hein, on parle brusque, on est direct, j'étais comme, mets ton manteau, non, allez, mets ton manteau, tu sais, puis là, je la prenais par le bras, tu sais, pour qu'elle mette son manteau, puis un moment donné, je l'ai comme vue, puis c'était la première fois, j'étais comme en cheminement, puis c'était la première fois que j'entendais mes pensées au fur et à mesure qui montaient comme... Puis là, je me suis entendue dire « J'ai envie de te faire mal », tu sais, puis j'étais comme « My gosh, mais ça vient de où, ça? » J'étais comme « Mais voyons », tu sais, puis j'ai vu la peur dans les yeux de ma fille, puis j'ai fait « Hey, je l'ai lâché », puis j'étais comme « OK, tu sais, va-t'en, je vais me gérer l'auto-empathie, là. » Là, j'étais comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis là, c'est là que j'ai entendu dans ma tête « Elle devrait m'obéir. » J'étais comme « Oh, cette pensée-là, elle est toxique. » Fait que, tu sais, il y a aussi des fois, il y a des pensées qui nous amènent à agir avec des comportements qui sont très toxiques. Et c'est là que j'ai fait « OK, attends, wow, là, j'aimerais qu'elle m'obéisse, hein, la restructuration cognitive, là, d'essayer de restructurer un peu mes pensées. » Fait que j'étais comme « Non, j'aimerais qu'elle m'obéisse, mais attends, de où ça vient, là? OK, c'est pas la fin du monde, là, au pire, elle va dehors, elle va avoir froid, etc. » Tu sais, il fallait que je me parle, là, pour essayer de faire comme, c'est pas la fin du monde. Si elle ne veut pas mettre son manteau, j'ai pas besoin d'être, tu sais, parce qu'elle est en opposition. Fait qu'elle aussi est en train de nommer un besoin, là. C'est un besoin d'autonomie, là. Fait que c'est souvent, là, c'est comme les conflits, c'est deux besoins qui s'affrontent. C'est ça. Puis, écoute, ça fait comme, OK, attends, là. Puis là, je me souviens, dans ce temps-là, j'étais quand même croyante. Fait qu'on dirait que je priais, là. Aujourd'hui, ça l'a comme changé, mais j'étais comme, OK, là, Dieu, aide-moi à enlever ma violence, tu sais. Puis j'ai juste comme, ça peut paraître vraiment bizarre, là, mais j'ai comme entendu rire dans ma tête. Puis ça fait comme, avant de t'enlever ta violence, je vais devoir enlever ton besoin de contrôle. Puis j'étais comme, OK, ça vient de là, le contrôle, ça? OK, le contrôle, c'est bon. C'est bon, on va lâcher prise. Fait que, tu sais, ça a été tout un processus que moi, avec mes enfants, ça l'a comme changé aussi. La communication non violente est venue pour m'aider à avoir une parentalité beaucoup plus bienveillante, mais surtout au niveau comme démocratique, c'est-à-dire de prendre aussi en compte le point de vue de l'enfant puis son besoin, parce que c'est pas vrai que moi je sais tout qu'est-ce que c'est bon pour l'autre, là. Fait que je me dis, dans les relations aussi, des fois la personne elle peut tomber dans le contrôle, mais souvent c'est de la peur, c'est juste que ça devient malsain quand la personne elle est pas capable de prendre du recul, de prendre conscience que si l'autre personne elle dit ça me blesse puis que ça n'a aucun impact sur l'autre personne puis qu'elle s'en fout, là je suis comme sauve-toi. C'est ça. Non, parce que là il y a plus d'avancement, il y a plus de changement là qui est possible, parce que même si tu mets une limite, la personne elle ne respecte plus cette limite là, ça fonctionne pas non plus, tu sais. C'est ça. Parce que puis souvent, écoute, là je tombe encore dans un autre sujet là, mais je réalise que les personnes qui mettent pas leurs limites là, souvent c'est parce que dans leur enfance, ils en ont mis, souvent avec leurs parents ou avec des amis ou peu importe là, puis ça a pas été respecté.
Fait qu'à un moment donné, on perd foi. C'est comme si on perd espoir, puis on se dit, ben ça sert à rien de mettre mes limites, ils sont pas plus respectés. C'est ça. Puis après, on perd l'habitude de mettre nos limites. Puis après, on se ramasse dans un contexte où est-ce que, ben on met pas de limites. Fait que la personne, elle nous maltraite une fois, on dit pas rien. Ben, il va le refaire, là. Parce que ça devient comme un automatisme. Puis c'est pas parce que la personne, elle veut. C'est juste parce qu'on l'a pas recadré dès le départ. Fait que ça se maintient dans le temps. Ou à l'inverse, quelqu'un que ses limites ont jamais été respectées, par exemple, quand il était plus jeune ou en grandissant, ben là, tu peux tomber dans une relation intime parce que les relations intimes, c'est quand même très confrontant en tant qu'humain, tu sais, c'est très difficile, ça demande beaucoup de communication. Et déjà, dans les relations de couple, c'est une difficulté de communiquer à l'autre, de parler avec l'autre. Tu sais, c'est pas juste de dire on a des rapports sexuels, là, c'est pas ça une relation intime. Non, exact. C'est vraiment pas ça. C'est de développer un langage commun, de comprendre aussi le langage de l'autre parce qu'on vient des milieux différents. Oui. Puis même, tu sais, quelqu'un qui ses limites n'ont pas été respectées, moi, mes observations, c'est que justement, quelqu'un qui, si ses limites n'ont jamais été respectées, ben, il peut tomber dans complètement l'extrême opposé de vouloir trop imposer ses limites à l'autre. Oui. C'est ça que ça peut créer. Moi, personnellement, ça m'est arrivé dans des situations comme on veut trop imposer notre limite. C'est comme, OK, time out, on peut juste comme... Ou tu sais, des fois, même, tu sais, l'espèce d'exemple, je trouvais ça drôle tantôt quand t'as parlé, tu t'as comme entendu rire, de dire lâche contrôle. Tu sais, je suis sûre que je suis pas la seule. À un moment donné, en plein milieu d'un conflit, là, tu regardes l'autre puis tu fais juste partir à rire parce que, ben voyons, comment qu'on s'est rendu jusque-là? Ouais. On peut-tu juste, puis ça, juste dédramatiser. Fait comme, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Parce que c'est comme une prise de conscience. Bon, des fois, l'autre fait comme, pourquoi tu ris? Oui. Mais de comme, une espèce de conscience, le moment dans ta tête où est-ce que tu fais, ben voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire ou qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi on est arrivé jusque-là? C'est ça. Oui, puis tu sais, c'est pas toujours facile quand t'es dans le moment. Exactement. De prendre du recul pour être capable de faire comme... Tu sais, moi, je le vois souvent comme... C'est comme si je sors de mon corps. Tu sais, mettons, là, c'est comme un voyage astral. Non, mais tu sais, pour être capable d'avoir cette vision-là, tu sais, un peu comme périphérique, là, ou je sais pas trop, là, objectif qui te permet de... Ben, c'est ça aussi la pleine conscience, hein. Ouais. C'est d'être capable... Tu sais, au début, c'est pas juste d'être en mode méditation, genre, puis qu'il y a aucun déclencheur, puis t'es comme, comment ça se passe à l'intérieur? Tu sais, c'est aussi, un moment donné, c'est éventuellement quand t'es dans le déclencheur, d'être capable de prendre du recul là, puis de faire, en ce moment, je suis déclenchée, en ce moment, j'ai telle réaction. Tu sais, moi, de plus en plus que justement, je prends conscience de certaines choses. Là, j'ai comme un nouveau copain là, depuis officiellement dans le fond, plusieurs mois, là. Puis ça va super bien. Puis tu sais, on a des hauts et des bas, là. Et il y a des choses qui sont très difficiles aussi des fois à vivre. Des fois, je vais dire qu'on a l'impression tu sais, il y a des hauts, des bas comme des vagues. Puis des fois, c'est des tsunamis, là. T'es comme, OK, on va gérer ça. Et la communication fait toute la différence. Et même si on a une communication saine, même si on ne se blesse pas, c'est déjà un défi pareil. Je me dis, t'imagines-tu, en plus, si on blesse l'autre personne, je vais te le dire, là, ça fait tellement du bien d'être dans une relation où est-ce que la communication est saine. Là. Juste ça fait toute une différence. Mais même dans ça, il va quand même avoir des défis parce que, tu l'as dit, on est chacun opposé dans de où qu'on vient ou peu importe. Fait que, la façon, mettons, c'est quoi nos besoins? Comment est-ce qu'on va l'exprimer, notre besoin? C'est quoi nos mécanismes de défense? Même moi, je me souviens plus c'est où que j'avais trouvé ça. Puis là, je pars dans autre chose, mais ça dérange pas, ça reviendra au pire, là. Je me souviens plus c'est où que j'avais trouvé ça. Je pense que c'était en ligne. Ça disait, tu sais, souvent, on parle de la relation, sortir d'une relation toxique, tu sais, comme à quel point des fois ça peut être difficile, etc. Mais ils disent, ils parlent jamais de la relation après, quand la relation elle est saine. Parce qu'il y a tellement plein de mécanismes qu'on développe quand on est dans une relation toxique que par la suite, c'est parce qu'on les refait là dans la nouvelle relation parce qu'on a encore peur, comme si c'était la première fois, on est comme plus habitué d'être dans une relation saine versus une relation toxique. Fait que souvent on va reproduire. Fait qu'il y a plein de choses depuis plusieurs mois que j'ai eu à travailler de faire comme OK, non, c'est vrai. Lui, je peux lui dire ça dérangera pas. Puis à la limite, des fois, j'ai dit, j'ai peur de te dire ça. Tu sais, parce que j'ai encore peur de ta réaction. Puis il dit, ouais, mais je réagis pas. Je suis comme, je comprends. Mais si mon ex, il réagissait, j'ai encore peur de te le dire parce que j'ai peur que tu réagisses
C'est ça. Fait que je dis, cette peur-là, elle disparaîtra pas du jour au lendemain, là. Au contraire, c'est qu'à chaque fois que tu réagis pas par rapport à ça, ma lumière, tu sais, rouge ou jaune, elle diminue de tranquillement. Tu sais, je dis, à un moment donné, ça va être vert, puis je sais que je vais pas me sentir à l'aise. Mais je dis, fais attention, parce que la journée que ça sera pas bien accueilli, ça va revenir au rouge dans ma tête tout de suite, puis je pourrais, tu sais, il va falloir que je recommence le processus, on dirait. C'est ça. C'est difficile, là, des fois, de sortir de ces mécanismes-là. Puis même, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, on parle des relations passées avec nos anciens conjoints, anciennes conjointes, mais ça peut venir aussi avec la famille, avec les parents, avec les amis, tu sais, ça peut être... C'est ça aussi qui est à déconstruire puis qui vient comme plus large, tu sais, moi, selon ma vision et mes observations, c'est un peu ça aussi, parce que tu peux arriver d'un bagage familial, que ce soit tes parents, tes grands-parents, peu importe c'est qui t'a élevé, si t'arrives avec un bagage d'une façon comme ça, que tes limites étaient pas respectées ou que toi, c'est devenu des lumières rouges, justement, dire ça, cette réaction-là, c'est un red flag, ben, si t'arrives dans une relation qui est saine, ben, c'est de déconstruire, que ça soit ta première relation ou ta 10e relation avec une personne, la même chose est là quand même, parce qu'on a un bagage, puis même la question des mots, tu sais, la charge émotionnelle des mots. Parce qu'un mot pour quelqu'un, ça veut pas dire grand-chose, c'est son langage courant. Mais là, oups, moi, ce mot-là, il me ramène à quelque chose qui est hyper sensible, qui est un gros sujet, que c'est un gros déclencheur. Ben, c'est d'être capable d'en prendre conscience, premièrement. Parce que des fois, on arrive dans des situations puis on dit, mais pourquoi cette situation-là, elle revient tout le temps? Ben, c'est d'être capable d'identifier, justement, que ça revient tout le temps. Exact. C'est pour ça que ça peut être pertinent d'aller chercher de l'aide externe aussi. Parce que tout seul, il y en a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, moi, je fais le cheminement par moi-même, tout ça, puis c'est super. » Puis tant mieux, justement, parce que, tu sais, c'est être autonome et responsable, de se responsabiliser. Mais c'est aussi, tu sais, c'est sain d'aller chercher une aide externe. Puis il y a un regard externe qui va te permettre de faire comme, tu sais, quand tu me racontes cette situation-là, est-ce que ça se pourrait que, ah ben oui, tu sais, parce que ça nous permet d'être empathique envers soi, puis de mettre des mots. C'est souvent ça aussi, c'est de mettre des mots sur ce qu'on vit qui est très difficile. Oui, exact. Ça permet de verbaliser puis d'aller chercher de l'aide. Définitivement, moi, je me dis c'est toujours avantageux, finalement. Tu as un regard externe parce que, tu sais, des fois, on peut venir justement d'un contexte où est-ce que dans notre tête, il n'y en a pas de problème, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est comme, par exemple, il y a des personnes qui vont, des fois, même pas être conscients qu'ils sont dans une situation de violence conjugale parce que c'est ce qu'ils ont vu de leurs parents. C'est ça. Et pour eux, il n'y en a pas de lumière rouge, là. C'est ça. Parce que, pour eux, ben, c'est normal. Ça, tandis que si ça vient comme moi, ça c'est arrivé ça justement avec mon thérapeute parce qu'il y en avait de la violence conjugale aussi chez mes parents, la violence psychologique et tout. Fait comme avec mon ex, je me souviens que mon thérapeute à un moment donné, je disais ah ouais là il a comme sorti puis il a dit il est donc bien laid ce chandail là, tu sais il te fait pas bien etc. Puis il y avait d'autres personnes autour puis j'étais comme ça m'avait fait quelque chose à l'intérieur tu sais puis il dit ben c'est normal tu sais c'est comme la violence psychologique tu sais comme il dénigre tu sais devant les autres etc. au lieu de juste dire comme ben je sais pas, il aurait pu le dire en privé ou il aurait pu dire genre ce chandail-là peut-être que je l'aime moins ou je sais pas, il y a une façon de le dire parce que c'est correct. Ou je trouve que je l'aime moins ou il te fait moins bien qu'un autre ou quelque chose comme ça au lieu de dire c'est laid, tu sais. Oui, exact. Ou genre t'as encore porté ça ou puis comme tu dis, en fait, moi je pouvais réagir de cette façon-là mais pour d'autres, ça aurait pu passer comme dans le beurre. Fait que tu sais je réalise aussi que la violence oui, t'as des termes que c'est vraiment comme de la violence, mais au final, il y a aussi des mots que la personne, elle va nommer, que ça va me faire réagir. Fait que si pour moi, ça m'a fait réagir puis ça m'a fait un petit pincement, ben après, il faut que j'aille le courage d'aller le nommer à l'autre personne. Puis si l'autre personne, il faut qu'elle ait la capacité aussi de l'accueillir. C'est ça. Puis ça, c'est pas toujours évident. Puis c'est ça aussi, des fois, qui va faire en sorte que t'oses pas t'ouvrir à l'autre parce que l'autre est pas capable de t'accueillir ou t'arrives pas à l'exprimer parce que t'as pas les mots pour pouvoir le faire. C'est ça. Fait que tu sais, si jamais les personnes ils vivent des conflits, qui vivent des situations où est-ce qu'à un moment donné, le cheminement toute seule, ça stagne ou t'as l'impression de tourner en rond, définitivement d'aller chercher du soutien extérieur, ça l'aide parce que ça donne une vision différente, justement. Tu sais, comme on disait tantôt, une prise de recul, là. Des fois, on est tellement collé au problème qu'on voit pas le problème ou on voit pas les solutions. Ouais, c'est ça. Fait que d'être capable de prendre du recul, là, ça fait toute une différence. Puis souvent, ben, au moins, on se sent soutenu aussi dans le cheminement. Puis, tu sais, une autre chose aussi, on parle de dire que l'autre va accueillir avec les charges émotionnelles, les charges émotives, tu sais, si, comme tu donnais l'exemple avec le chandail, ben c'est que si l'autre il est con, tu lui verbalises que hey, dans cette situation-là je me sens
puis que la personne, elle le fait volontairement après ça, puis elle fait exprès pour le répéter. Red flag. Là, ça, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. C'est il y a des moments où c'est de répéter à 2-3 reprises, c'est à quelques reprises, parce que c'est pas une première fois que ça peut nécessairement arriver tout de suite qu'il y a un changement qui se fait. Non. Mais c'est d'être à l'affût. Ouais. Pas dans la, j'aurais pas tendance à dire dans la méfiance, mais d'être à l'affût. Vigilance, exactement. La vigilance à dire, OK, là, je lui ai exprimé ce besoin-là, j'ai exprimé ce besoin-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un changement qui se fait? Est-ce que l'autre s'en rend compte? Est-ce qu'il va me le dire ou est-ce qu'il va changer sa façon de faire les choses? Exact. Puis est-ce que moi, je continue à mettre ma limite sur cet élément-là? Oui, ou est-ce que je le laisse aller? Je vais donner un exemple parfait pour ça. Moi, les devrais, là, ça me déclenche. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui dit « tes filles devraient faire... » ça me déclenche. Juste le mot « devrait ». OK? Tout ce qui se rapport avec les obligations. Puis c'était avec mon ex, là, j'entendais tout le temps ça. « Tu devrais ramasser... » Puis je suis comme « devrais, là... » Parce que dès que je disais « pourquoi? » Ben parce que ça devrait... C'est comme ça. Moi, ça venait me chercher, puis j'étais comme, non, c'est pas une réponse, ça. Fait que des fois, quand que mon nouveau, justement, copain, il me dit, ben, tu sais, tu devrais faire ça, puis j'étais comme, non, je m'excuse, ça passe pas. À l'intérieur, dès que tu me dis ça, moi, ça bloque à l'intérieur, je ne t'écoute plus, je ne suis plus du tout disponible, ça me déclenche, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, ben, avec quoi je peux le remplacer? Tu sais, ben, tu pourrais. Ah, OK, tu pourrais. C'est au lieu de tu devrais. Fait que, OK, tu me donnes une position. Au lieu de m'obliger à quelque chose, tu me donnes une possibilité. Puis tandis que lui, c'est les est-ce que tu pourrais faire ça, s'il te plaît, pour moi, ou peux-tu faire ça pour moi? Il est comme, genre, c'est comme si t'étais en train de me dire que je suis pas capable, genre. Fait qu'il est comme, dis-moi, veux-tu? T'sais, fait que pour lui, c'est, mettons, je dis, hey, voudrais-tu m'apporter le lait, s'il te plaît? Au lieu de dire, peux-tu m'apporter le lait, s'il te plaît? Mais je dis, c'est super banal, là. Puis écoute, combien de fois que des fois, je suis comme, peux-tu aller? Puis là, veux-tu? Je m'excuse, je suis comme, j'ai oublié. Tu sais, puis j'oublie, là, parce que je suis pas parfaite, là, parce que, tu sais, mais l'intention de faire un effort, de prendre en considération le besoin de l'autre, il est là. Et c'est là la différence avec une relation saine. Versus une relation malsaine, c'est que la personne, quand elle nomme son besoin, l'autre personne, elle est attentive puis elle dit « OK, je vais le prendre en considération. Tu aimes l'autre personne. Tu veux que ses besoins soient satisfaits. Tu vas faire du mieux que tu peux. Tu as tes limites, tu as tes capacités. C'est correct, là. Mais tu vas le prendre en considération dans ta façon de faire. Tu vas adapter un peu ton comportement si c'est dans tes facultés, là. T'sais? C'est ça, exactement. Parce que, justement, t'aimes l'autre. Tu veux que ses besoins soient considérés autant que les tiens, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça qu'il y a un équilibre, hein. Tu disais, des fois, il y a des personnes qui vont tellement être au-delà du besoin de l'autre personne, au-devant, mais ils vont pas penser à soi. Puis l'autre, ben, il va dire, moi, mes besoins sont répondus, mais ils penseront pas aux autres, tu sais. Fait qu'il y a comme un équilibre où est-ce que les deux, mutuellement, doivent prendre soin de leurs propres besoins et d'être à l'écoute des besoins des autres. C'est ça, la communication non violente aussi. Oui. Puis, tu sais, on parle de communication non violente, mais c'est aussi la communication consciente. C'est la même chose. C'est la même chose, exactement. C'est la même chose. Communication consciente, communication non violente, c'est la même chose. C'est d'être conscient dans notre façon de faire, de comment est-ce que je peux communiquer d'une manière qui va être consciente puis qui sera pas violente. C'est ça, finalement. Exact. Tu sais, puis moi, j'aime ça beaucoup, la communication consciente, parce que, tu sais, comme je t'ai dit un peu tantôt, oui, on communique avec les autres, mais on communique aussi avec soi. En tout cas, à moins que je sois la seule qui a une voix dans sa tête, là. Mais, tu sais, admettons, si je sais pas, je réagis par rapport à quelque chose où il y a une situation, il y a un élément déclencheur. Parce que dans toutes les situations, il y a toujours un élément déclencheur qui fait comme pouf! T'es déclenché parce que c'est pas la situation en tant que telle qui te déclenche, mais c'est ta perception de la situation qui te déclenche. Et souvent, dans la communication non violente, il explique que le langage chacal, OK? Ça, c'est comme toutes les pensées que t'as, là. Toutes les choses qui sont comme des opinions, des perceptions qui ne sont pas validées justement avec des faits ou que c'est comme, c'est ta perception puis elle peut être très teintée. Fait qu'ils vont appeler ça comme le langage chacal, là, qui est comme, tu sais, c'est pas ça que t'as envie de dire à l'autre personne. Sinon, c'est là que tu vas être dans l'attaque, c'est là que tu vas comme blesser l'autre personne. Et moi, je le sais, là, que, puis des fois, j'ai partage même avec mon chum. Je m'amuse parce que je sais qu'il est capable de l'accueillir. Je m'amuse à lui nommer tout mon langage chacal à l'intérieur. Puis je dis, hey, dans cette situation-là, dans ma tête, ça disait comme, oh my gosh, laisse-les là. Non, qu'ils reviennent plus à la maison, ça me tente plus. Une autre réaction qui était comme, ouais, peut-être que tu devrais lui donner une autre chance là-dessus. Une autre chose que j'étais comme, non, ben, qu'il fasse ce qu'il veut, ça me dérange pas. Tu sais, c'était comme toutes les différentes réactions que je pouvais avoir. Tu sais, moi, j'ai pas une réaction, j'en ai comme 12 dans ma tête. Qui se passent toutes en même temps.
C'est ça. Fait que là, je m'amusais à lui nommer, puis je dis, regarde, à la fin, j'ai décidé de t'appeler, de prendre un temps pour te parler comme sainement, mais je dis, regarde, qu'est-ce que j'ai eu dans ma tête. Je dis, ça m'a demandé de filtrer toutes ces choses-là pour être capable de te parler avec un message qui est clair et qui est sain. Là, je suis comme, t'as-tu vu les efforts que ça m'a demandé? Peut-être que j'avais un besoin de reconnaissance à ce moment-là, mais... Mais quand même, pour toi, de l'exprimer, t'étais capable de voir le cheminement que t'avais fait, de te faire comme, hey, je suis fière de moi, j'ai été capable de me gérer, de prendre conscience de qu'est-ce qui se passait, puis de communiquer d'une manière saine auprès de l'autre. Oui, puis c'est pour ça que je dis communication consciente, parce que c'était de prendre conscience de tout ça, c'est ça. de tout ce qui se passait. Puis, je veux dire, avec toutes les pensées que j'ai, puis l'intensité des fois de mes pensées, ben là, je comprenais pourquoi j'avais une intensité émotionnelle. J'étais comme, ah ouais, là, je comprends. 1 + 1 = 2. C'est comme logique. Tu sais, parce que des fois, j'avais des pensées qui étaient très genre, ben, il fait toujours ça. Ah, ben, c'est ça. Ah, il fait toujours ça. Ben oui. Fait que là, quand je prenais conscience, j'étais capable de faire comme, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai qu'il fait toujours ça? Puis j'étais comme, non. C'est-tu utile que je me dise qu'il fasse toujours ça? Puis là, j'étais comme, non plus, parce que je tombe juste encore plus enragée. Fait que ça m'a comme, en plus, donné des moyens de m'auto-gérer au niveau de mes intensités émotionnelles. C'est ça. Puis moins que mon intensité d'émotion est grande, moins que ça prend de place, plus que c'est facile de comme vivre avec, tu sais, puis de la gérer. Fait que, écoute, ça m'a tellement aidé à tout décortiquer ça, là, la communication non violente. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, tu parlais de la question de ta relation saine après une relation toxique. Parce que même pour la personne qui arrive dans la vie, tu sais, comme ton nouveau copain, qui arrive avec toi, qui a quand même un bagage qui est là, c'est parce que pour cette personne-là, ça peut être difficile de comprendre, puis d'arriver dans ça, surtout si c'est la première relation après, dépendamment le cheminement de la personne qu'elle a fait après être sortie de sa situation toxique. Ça peut être difficile pour la personne qui entre dans la vie de l'autre, qui a vécu une très grande situation. Tu sais, c'est quand même beaucoup, tu sais, ça crée beaucoup de déclencheurs finalement. Ouais. Puis une sensibilité autant émotive que réactive. Donc, pour la personne qui sort d'une situation toxique, donc la personne qui est saine, qui arrive dans la relation, ça peut être très difficile aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle peut faire, comment est-ce qu'elle peut réagir, tout ça. Fait que c'est ça qui est important aussi, de continuer d'être à l'écoute de soi, ses propres besoins, comment est-ce qu'elle se sent, pour les deux. Oui. Ah, ne pas tomber dans l'autre extrême opposé à dire je comprends tout ce que l'autre vit, je comprends toutes les réactions de cette personne-là, puis qu'au final, ça tombe... La personne qui a vécu de la violence conjugale en fait vivre à son nouveau conjoint, sa nouvelle conjointe, c'est que ça tombe pas dans une dynamique comme ça. Exact. De ramener à l'autre, ça fait comme... Mais... Tu sais, de ramener finalement, de rassurer beaucoup. Je pense que j'imagine que ton chum, il y a un peu de ça. Oui, en fait, lui... Rassurer, d'amener de la sécurité. Oui, tout à fait. Le fait qu'il est capable toujours d'accueillir, le fait que des fois... Mais tu sais, moi, ça l'aide parce que je nomme tout ce que je pense toujours. Tu sais, fait comme... Ça l'aide beaucoup au niveau de la communication parce qu'il sait à quoi s'en tenir. Et donc, quand je suis déclenchée, je vais être capable de le nommer. Puis tu sais, ça, c'est comme un processus que j'ai fait. J'ai même, tu sais, je veux dire, j'avais commencé à faire ce processus-là même pendant que j'étais dans mon ancienne relation, d'être capable de nommer les choses parce que je sais qu'avec mon ex, il était pas violent. Il pouvait avoir un certain contrôle puis il pouvait avoir une très mauvaise communication, mais il y avait pas une intention d'être violent. Tu comprends? Donc, même si j'avais peur, je pouvais me permettre de faire des essais finalement avec lui puis d'être capable de nommer de plus en plus les choses, mais même si je les nommais, ça veut pas dire que par la suite mes besoins étaient entendus ou qu'ils étaient répondus, tu sais. Fait éventuellement c'est correct, j'ai quitté, puis avec mon conjoint actuel, c'est sûr que ça lui demande beaucoup d'énergie, d'accueil, de compassion. Je veux dire, là j'ai trouvé quelqu'un qui est hyper empathique, tu comprends? Tandis que l'autre t'es comme je ne vois pas l'empathie. C'est ça, puis probablement que lui-même avait de la difficulté à avoir une empathie envers lui-même. Oui, ça. Mais après, quand ils veulent pas chercher de l'aide ou qu'ils veulent, tu sais, ça c'est correct. Quand ils pensent que tout va bien, ben c'est correct. Reste avec ta perception. Mais moi, ça me convient plus. Oui, c'est ça, exact. Mais justement, l'empathie de mon conjoint, moi j'ai dit, attends, je sais que t'es à l'écoute de mes besoins, mais là j'ai besoin que toi tu gardes le cap sur les tiens, parce que ça aussi ça peut être... C'est comme si là, j'ai changé dans un autre pattern, mais le risque, c'est que justement, je tombe dans une relation parce que l'autre personne va s'oublier pour moi. Fait que là, je dis non, parce que je suis consciente. Non, toi, tu continues à penser à tes besoins. Non, ça, il faut que tu mettes mes limites. Et surtout, ben, quand que lui, il nomme ces choses,
là, moi, il faut que je sois hyper accueillante par rapport à ça parce que mon but, c'est de l'inciter lui aussi à se nommer. C'est ça. Tu sais, fait que c'est comme de prendre conscience du cheminement, puis tu sais, plus que tu apprends à connaître une personne aussi, quand tu prends le temps d'apprendre à connaître la personne, à travers la communication aussi, là. Ben oui. Mais tu découvres aussi, OK, certains patterns, OK, certaines dynamiques qu'il y avait déjà eu ou qui reproduisent, certaines lumières rouges, hein, des petits red lights qu'on est comme, ah, attends, ça, je suis comme vigilante là-dessus, puis on peut le nommer. Fait que d'être capable de mieux comprendre l'autre personne, ça nous permet de savoir c'est quoi son cheminement. Où est-ce qu'ils sont rendus? C'est quoi leurs défis? C'est quoi leurs forces? Puis quand c'est des défis, mais de les soutenir là-dedans, puis de les encourager. Tu sais, fait que moi, je suis comme, ben ouais, tu sais, comme à chaque fois, mettons, qu'il va mettre une limite, qu'il va dire, OK, ben là, je vais aller me reposer, je vais penser à moi. Ben bravo, c'est super, tu sais, je t'encourage à faire ça parce que c'est simple pour toi. C'est ça. Autant que ça va être simple pour moi quand moi, je vais le dire. C'est ça, exactement. Fait que ça demande une grande conscience. Ouais, tu sais, c'est vraiment ça, hein, mais je pense que tout ce qui a rapport avec la santé mentale, finalement, parce que, tu sais, on parle de la communication, on parle de créer des liens, ça rentre finalement dans la santé mentale parce que notre environnement influence notre santé mentale. Fait que, tu sais, si on est entouré de gens que ça nous fait du bien, que les personnes, ça nous nourrit parce qu'on a des échanges, on a une connexion. Tu sais, tantôt, tu l'as dit, l'intimité, c'est pas juste au niveau sexuel, là, que ce soit avec des amis ou quoi que ce soit. C'est vraiment une intimité au niveau de parler de qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur, là, de soi, pas juste de la pluie puis du beau temps, là, que je dis, là. C'est ça. Fait que ça aussi, c'est un facteur, là, dans la santé mentale. Fait que plus qu'on est bien entouré, plus qu'on se donne ces outils-là, ben, plus qu'on se fortifie notre santé mentale. Et ça, c'est essentiel. Fait que, ben, c'est essentiel. Pour moi, ça l'est rendu. C'est ça. Ça, c'est ma vision. Je me dis, les autres, ils feront ce qu'ils veulent. Mais c'est clair qu'à un moment donné, quand t'as plus de santé mentale, il n'y a plus rien qui va, là. Exactement, c'est ça. C'est ça qui est important. Puis, tu sais, souvent, bon, on va chercher certaines observations qu'on peut faire aussi, c'est qu'en tant qu'humain, on va chercher à la faute, c'est l'externe. Ouais. C'est l'externe. Alors que, ouais. Mais en même temps, tu sais, si tout l'externe est déclencheur et problématique, peut-être que c'est parce qu'au final, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est pas comblé, que tu prends pas soin, qui est pas écouté. Ouais. Donc, tu sais, comme tu parlais au début avec les 7 clés. Les 7 astuces. Les 7 astuces, ben le ressentir est hyper important. Tellement. Parce que si tu ressens rien, parce que des gens, là, sont hyper bons pour ça. C'est drôle parce que j'avais une autre entrevue, justement, puis c'est ce qu'ils nommaient... c'est avec Violence à Valleyfield. Il expliquait, c'est Mario qui parlait justement que il y a des gens qui sont hyper bons pour se couper de leur ressentir. Ils vont avoir mal physiquement puis ils le ressentiront même pas. Tellement ils se sont coupés de leur corps, de leurs émotions. Ben, c'est de prendre conscience à dire, oh, OK, comme j'ai mal physiquement et j'ai mal intérieurement. Tu sais, avoir mal intérieurement, c'est des émotions. De ramener le cheminement, dire c'est quoi les émotions que je vis. Puis, c'est des émotions désagréables comme la peur, la tristesse, la colère, etc. Exactement. Ça te montre qu'il y a un mal-être, qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Exactement. Ou même les émotions positives. Il y en a qui sont même qui se sont même déconnectés à dire, tu sais, des fois, pourquoi je ris? Ben, peut-être que parce qu'en ce moment, t'es bien, puis tu te sens heureux. C'est peut-être juste pour ça que tu ris en ce moment. Tu sais, c'est toutes ces petites choses-là à prendre conscience au final, tu sais. Puis la communication non violente, elle aide énormément là-dessus parce que ça ramène justement par rapport à ton senti, c'est quoi? Parce que ton senti va te donner ton besoin. Tu sais, moi, souvent, je suis comme, OK, mon émotion, elle peut être déclenchée par comme 2 choses, tu sais. Soit que c'est un besoin non comblé, ou souvent, ça va être une perception erronée. Des fois, je suis comme, ben, ça, c'est ma vision, tu sais, parce que je suis comme, OK, soit que je suis en train d'avoir une perception qui est comme, c'est pas tout à fait la réalité, ou c'est ça, tu sais, fait que ça me cause une frustration, ou, ça devrait pas être comme ça, etc. Fait que ça peut me causer une frustration, ou, ben, j'aimerais que ça soit comme ça. OK, il y a comme un besoin, tu sais, qui est comme, qui est là, qui a un élan. Puis c'est ça que la communication fait, la communication non violente ou constante, elle nous amène à l'intérieur de dire, c'est quoi je ressens, ça nous aide justement à reconnecter à ça. C'est ça. Puis moi, j'ai été une de celles qui s'est coupée de ses émotions pendant tellement longtemps. Moi, puis je vais le dire. Ben oui, je vais le dire. Moi, c'était ma dépendance avec le cannabis. Okay. J'ai toujours eu de la difficulté, puis tu sais, j'ai eu des phases, là, on and off, là. Je veux dire, d'abstinence, puis pas, puis etc. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, récréatif, pas récréatif, tu sais, mais au final, je sais que je vais avoir une dépendance au cannabis, puis qu'il faut que je me rétablisse de ça, puis tu sais, je peux trouver plein de façons, mais c'est comme si
dans les périodes où est-ce que c'était plus difficile, dont, mettons, je sais pas, en 2016, quand je faisais mon burn-out parental puis qu'il y avait des conflits beaucoup au niveau avec mon ex-mari, ben c'est sûr que j'allais consommer plus parce que je voulais essayer de geler tout ça. Puis tu sais, souvent, je vais te dire, geler, là, c'est pas juste avec la drogue, l'alcool, là, ça peut être aussi avec en train de scroller sur Facebook, en train d'écouter la télévision toute la journée. Finalement, c'est juste de pas être connecté à toi puis t'es connecté à genre autre chose, tu sais. Même les personnes qui sont intervenants ou qui sont sauveurs, là, mettons, il y en a, là, et tu peux tomber dans le sauveur parce que tu peux être tellement connecté aux autres et à leurs problèmes puis à leur situation que t'es pas en train de gérer ta propre vie. C'est ça. Tu sais, fait que se connecter à soi, c'est comme, OK, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis qu'est-ce que je peux faire pour créer une vie qui va me ressembler, me convenir? Et il y a pas tout le monde qui arrive à ça. Tu sais, en tout cas, moi, je sais qu'il a fallu que je souffre. On dirait assez pour faire comme, OK, je t'ai écœurée de vivre la vie des autres. Là, je vais choisir qu'est-ce que moi j'ai besoin, puis je vais m'aligner vers ça. Puis en étant à l'écoute de mes émotions, c'était comme un GPS. C'est ça. Ça me dictait c'est où que je devais aller. Fait que quand j'avais de la joie, j'étais comme, OK, ça, je veux le reproduire parce que c'est positif. Puis quand c'était négatif, ben, on dit plus négatif. Maintenant, on dit désagréable. Fait que, mettons que c'est la peur, la tristesse, la colère, là, je résume vraiment les deux émotions, là, mais là, c'était comme, attends, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Faut que je trouve c'est quoi le message derrière. Et ça, des fois, c'est hyper difficile. Puis ça, là-dessus, oui, d'aller chercher du soutien, là. Parce que comme j'ai dit, de mettre des mots, MOTS sur nos mots, MAUX, ça l'aide énormément. Puis souvent, il y en a que ça va être de verbaliser, ça va être d'écrire, ça va être, tu sais, de trouver une stratégie, d'être capable d'extérioriser ça, puis de trouver une réponse, une solution, finalement, à qu'est-ce que ça dit. Puis après, de passer à l'action, tu sais, pour être capable de le rétablir. C'est ça. Puis c'est tout un défi, là, ça, là. Je pense que c'est le défi d'une vie. Mais c'est souvent ça que je dis. Puis tu sais, je dis aux gens, écoute, les 7 astuces, là, prenez votre temps, là, tu sais, de les intégrer. Mais oui, tu peux tout le temps les muscler, fait que ressentir, d'être de plus en plus à l'écoute de soi. C'est ça. Hey, c'est comme, on se donne un cadeau en faisant ça, là. Puis même chose, quand on s'entoure de gens qui sont bienveillants autour de toi, on se donne un cadeau. Tu sais, c'est comme des cadeaux, finalement, qu'on se donne. C'est ça. Pour être capable de vivre une vie pleinement satisfaisante. Exact. Puis ça se peut qu'il y ait des moments que ça soit pas satisfaisant, puis ça fait partie de la vie d'être capable de vivre dans ces inconforts-là. Tu sais, il y a comme des hauts et des bas, puis c'est correct, mais plus qu'on se connaît, hein, s'accepter, plus qu'on se connaît, plus qu'on sait qu'est-ce que nous, on a besoin pour être capable de remonter la pente. Ou, qu'est-ce qui fait que moi, je la descends, la pente? C'est souvent ça que moi, je partage dans le programme. Je chemine vers l'équilibre. Là, j'aime beaucoup ça. Puis j'en parle justement de la communication consciente dans le programme parce que ça fait partie d'un outil qui est puissant. Puis qui va affecter toutes les différentes sphères de notre vie, autant au niveau professionnel, familial, conjugal, tout au complet. Là. C'est ça, exactement. Ouais, je l'aime beaucoup, cet outil-là. Ouais. Puis avec Santé mentale Québec Rive-Sud, c'est tellement rare en plus que tu peux retrouver cet outil-là qui est offert à un prix, je veux dire, pratiquement dérisoire. Là. Sérieux, parce que notre objectif, notre mission, c'est de le rendre accessible. Tu sais, cette technique-là, t'en as aussi l'autre technique qui est The Work de Baron Kitty. Tu sais, on parlait tantôt de toutes les réactions qu'on peut avoir dans notre tête, là. Bon, ben, quand on veut filtrer un peu le langage chacal ou on veut essayer de prendre du recul puis de l'identifier, ben, ça, c'est un autre atelier qu'on offre qui aide vraiment beaucoup par rapport à ça, à travers The Work de Baron Kitty. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment, le but, c'est d'offrir ces outils-là accessibles parce que quand les gens ils les mettent en pratique, oui, ça fait une différence au niveau de leur santé mentale. Ça leur donne des outils puissants de plus qu'ils peuvent utiliser quand que ça va moins bien et surtout quand ça va bien, de les maintenir, ces outils-là. Oui, c'est ça, exactement. Puis moi, je suis un petit peu curieuse parce que tu parles justement que c'est des ateliers que vous offrez avec Santé mentale Québec. Comment ça fonctionne si quelqu'un est intéressé justement à avoir ces ateliers-là? Parce que je crois qu'il y a une portion qui peut être soit faite à distance, soit en présentiel. Vous êtes sur la Rive-Sud, donc on va comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. Parce que clairement, qu'il risque d'avoir quelqu'un qui va entendre ça comme information, qui va avoir envie de s'informer, de savoir un peu comment ça fonctionne, est-ce qu'ils peuvent accéder ou pas à c'est une très bonne question. En fait, c'est sûr que nous, avec la COVID, on s'est comme ajusté. Fait qu'avant, tous nos ateliers étaient en présentiel. Maintenant, on les fait en ligne. Et on n'est pas fermé juste à notre territoire. Donc, on est vraiment ouvert à ce que, tu sais, tous les gens à travers le Québec peuvent participer à nos ateliers. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir accueillir les gens. Donc, simplement appeler s'ils veulent s'inscrire ou aller directement sur le site. Si jamais le site n'est pas assez clair, vous pouvez toujours appeler Ginny, là, la réceptionniste, dans le fond, qui va pouvoir prendre les appels. Elle peut vous rappeler sinon au courant de la semaine. Et les ateliers en ligne, tu sais, on a
dans le fond, quand tu vas dans le service, tu as tous les ateliers, mettons, pour le printemps, l'hiver. Et sinon, tu as différents programmes, tu as des soirées mieux-être, etc. Donc, on a différentes approches, différents ateliers. Il y en a qui sont gratuits. Il y en a qui sont payants. Même ceux-là qui sont payants, c'est toujours tarif flexible. Okay. Donc, tu sais, on offre, dans le fond, différentes gammes de prix en fonction des revenus des gens. C'est pas fixé, on regarde pas les revenus. Il y a pas de preuve de demander. Dans le fond, c'est qu'on se dit, on veut que les gens participent à la hauteur de leur capacité financière. Puis quelqu'un qui a les capacités financières de payer le prix, mettons, le plus élevé, ben, permet aussi à quelqu'un d'autre qui a moins de moyens d'accéder aussi. Puis ça nous permet aussi d'offrir finalement un tarif qui est raisonnable pour les animateurs qui vont animer les différents ateliers. Donc, c'est simple. Quand ils s'inscrivent en ligne, ils peuvent directement, dans le fond, payer là, à travers... souvent, c'est à travers PayPal. Ils vont payer, ils vont recevoir un courriel avec le lien Zoom. Si c'est en présentiel, ils vont recevoir un courriel avec toutes les informations directement. Nous, on est situé sur la rue Grant à Longueuil, donc dans le vieux Longueuil. Okay. Mais comme je dis, là, c'est vraiment... la plupart sont toutes... on les fait toutes en ligne, puis on va toutes les continuer à les faire en ligne parce qu'on réalise aussi que les gens... Il y en a de plus en plus que c'est nécessaire. On s'est adapté avec la pandémie, puis on va le maintenir là, à travers le temps. Mais on essaye d'en faire en présentiel le plus possible quand les mesures sanitaires nous le permettent. Alors ça résume un peu là, si les gens ils s'inscrivent. Souvent, pour participer à nos ateliers qui sont payantes, on demande un membrariat. Donc, le membrariat, lui, est 10 $ par année. C'est une preuve, finalement, d'engagement et surtout de soutien. Je dirais de soutien envers notre organisme. Parce que plus qu'on a de membres, ça nous permet aussi de voir comme... C'est ça, d'offrir des services à nos membres, d'offrir des prix avantageux à nos membres. Finalement, c'est ça aussi notre objectif. Je pense que ça conclut vraiment bien aujourd'hui. En discutant avec Angélique, j'ai constaté que la communication consciente a des effets positifs à différents niveaux. Je pense que autant la personne victime de violences conjugales que les proches et amis qui souhaitent aider ont avantage à utiliser cette approche qui favorise à intégrer davantage de bienveillance et d'amour dans nos interactions avec ceux qu'on aime. Je souhaite aussi souligner qu'Angélique a parlé de mettre ses limites dans son couple et que l'autre soit à l'écoute. Ça devrait être la base. C'est en s'exprimant et en écoutant que l'on construit des relations saines et douces. La première saison d'Enquête de liberté tire à sa fin. J'ai envie de vous laisser avec l'information les plus importantes que j'ai retenues au fil des 4 ans de recherche effectuées, de rencontres avec des experts, de discussions avec des amis, discussions avec des proches. En fait, ce qui ressort principalement de ce projet, c'est le fait que même si quelqu'un peut avoir toutes les informations entre les mains, si la personne n'est pas prête à quitter la relation qui est toxique, elle quittera pas la relation. Alors en tant qu'allié, en tant que proche, en tant que témoin, en tant que personne bienveillante, la seule chose qu'on peut faire au final, c'est d'être présent, d'être là, d'être à l'écoute de l'autre, de mettre des mots sur ses émotions, sur des choses qu'elle peut vivre, qu'elle peut avoir besoin, et d'être présent lorsque la personne en aura besoin. Et si c'est trop pour nous, eh bien d'aller chercher du support pour cette personne-là, s'assurer de répondre aux besoins de la personne et de répondre à ses propres besoins. Parce que si on répond pas à nos propres besoins à travers l'accompagnement d'un proche, le fait d'être témoin qu'une personne est victime, eh bien nous aussi on peut se retrouver dans une situation où est-ce qu'on n'est pas bien. J'ai envie de vous laisser avec ces mots et de vous dire, pour avoir des meilleures relations qui sont plus bienveillantes et moins violentes, eh bien au final, c'est en prenant soin de soi d'abord pour ensuite être capable d'accompagner les autres. Je tiens à remercier ceux qui ont fait partie, de près ou de loin, de ce projet Enquête de liberté, qui ont été là pour écouter mes réflexions, pour répondre à mes questions, et ceux qui m'ont aidé à évoluer au fil de ce projet. Et on se donne rendez-vous un jour pour une saison 2. Tu as apprécié cet épisode? Pense à t'abonner au balado Enquête de liberté afin de le retrouver rapidement pour le réécouter ou le partager.